Voilà, donc tout d'abord, je voudrais remercier donc, Claudine Tiercelin de m'avoir invité. Donc c'est un honneur de parler ici. Et également, je remercie les organisateurs. Donc je vais parler donc, effectivement de la question de la norme épistémique de l'action. Alors, il y a différentes manières dont nous pouvons évaluer les actions. Nous pouvons nous demander donc, si elles sont légales, si elles sont morales, si elles sont prudentes, etc. Donc nous pouvons faire appel à tout un certain type de normes. Et aussi nous pouvons nous demander si elles ont été faites pour des bonnes raisons, en ce sens que nous pouvons nous demander si la relation épistémique que nous avons aux propositions que nous prenons comme des raisons est suffisante, est adéquate pour que nous puissions traiter cette proposition, on va admettre ici que les raisons sont des propositions, comme des raisons. Donc, par exemple, si quelqu'un, par exemple, tourne à gauche pour aller au restaurant alors qu'il n'a aucune raison de penser que le restaurant est à gauche, d'accord, et qu'on lui demande « mais pourquoi tu tournes à gauche ?» Il répond « parce que le restaurant est à gauche », et pendant qu'il n'a aucune raison de penser ça, nous trouverons qu'il est d'une certaine manière motivé d'une manière irrationnelle, c'est-à-dire qu'il ne possède aucune raison de tourner à gauche, parce qu'il n'a absolument aucune idée du fait que si le restaurant est à gauche. Donc c'est cette manière d'évaluer les actions d'un point de vue épistémique qui invite à penser qu'il y a une norme épistémique qui gouverne les actions. D'accord ? En général, on regarde la position épistémique des agents relativement à leurs motifs, d'accord ? Afin de voir s'ils ont rationnellement fait l'action qu'ils devaient faire par ailleurs. Alors, donc la plupart des philosophes reconnaissent qu'il existe une norme de l'action, d'accord, en ce sens. Mais bon, il y a donc plusieurs sources de désaccord. D'accord. Donc la première source de désaccord, elle consiste, et qui est celle qui est discutée la plupart du temps, elle consiste à identifier finalement la condition d'application de cette norme, c'est-à-dire finalement ce que la norme nous demande de posséder comme position épistémique, ou dans quelle position épistémique la norme nous demande d'avoir à l'égard de la proposition en question, afin qu'il soit approprié, rationnel, ou pour l'instant, je vais rester assez vague finalement sur cette notion ici, pour agir sur cette raison. Donc, deux exemples qui sont fréquemment discutés, qui semblent les deux plus plausibles. La première idée, ce serait que la norme de la connaissance, la norme de la épistémique de l'action serait la connaissance. D'accord ? Donc, on pourrait le formuler comme ça. Il est approprié pour un sujet S de traiter P comme sa raison d'agir si et seulement si S sait que P. D'accord ? Une deuxième option, ce serait d'utiliser une norme de croyance justifiée. Donc, il est approprié pour un sujet S de traiter P comme sa raison d'agir si et seulement si S est justifié à croire que P. D'accord ? Donc, on pourra ici considérer la notion de justification en un sens traditionnel comme étant non factive, donc qui n'implique pas que P est vrai, d'accord ? En contraste par rapport à la norme de la connaissance. Donc ça, c'est le premier point de désaccord. Le second point de désaccord que je voudrais mentionner ici, qui va m'être utile, c'est la question de savoir si la condition d'application de la norme est sensible au contexte. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait donc, d'une part, admettre que la condition épistémique en question, c'est la connaissance, et soutenir ensuite, par ailleurs, que la question de savoir si un sujet sait que P, d'accord, dépend des circonstances pratiques dans lesquelles il se trouve. Donc, par exemple, certains philosophes ont soutenu que si vous savez la proposition « il pleut », par exemple, va dépendre des enjeux qu'il y a pour vous, ou du coût de l'erreur. Dans une situation où le coût de l'erreur est faible, d'accord, finalement, il n'en faut pas beaucoup pour savoir. D'accord, peut-être simplement une perception visuelle, ce qui est déjà beaucoup, peut suffire. Ou bon, peut-être un témoignage, d'accord, de quelqu'un va suffire, parce que finalement, le coût de l'erreur est faible. Par contre, dans une situation où le coût de l'erreur serait très important, par exemple, s'il pleut et que vous prenez votre parapluie, mais s'il ne pleut pas, mais que vous prenez votre parapluie, et que vous êtes totalement ridicule, là on pourrait dire qu'il vous en faut plus pour savoir, d'accord ? Donc peut-être vous avez besoin d'aller vérifier. Donc l'idée ce serait que la quantité de données requises, quantité de données ou de témoignages ou ce qu'on voudra requises pour satisfaire la condition connaissance dépend de votre contexte. On pourrait en dire de même pour la condition de justification, d'accord ? Elle serait sensible au contexte. Donc ça c'est une question indépendante évidemment de la première, puisqu'on peut évidemment considéré que c'est la connaissance qui est la norme épistémique, tout en soutenant une position insensible, d'accord, vis-à-vis du contexte concernant cette condition. Alors, il y a une autre option, ce serait de dire, donc une première option, c'est d'admettre la sensibilité au contexte de la norme, c'est-à-dire donc que la justification de la croyance
et où la connaissance est sensible au contexte du sujet, et c'est effectivement la connaissance ou la justification qui est la norme épistémique de l'action. Une autre option, ce serait de détacher, de proposer une nouvelle norme pour l'action, une nouvelle norme épistémique, qui ne fasse pas référence à la connaissance ou à la justification, et qu'on pourrait formuler comme une norme de garantie, par exemple. Donc, par exemple, on pourrait dire « Il est approprié pour un sujet S de traiter P comme sa raison d'agir, si et seulement si la garantie que S a pour croire que P, la garantie, on pourrait dire la quantité de données, la fiabilité avec laquelle il a formé ses croyances, etc. Donc, si et seulement si la garantie que S a pour croire que P satisfait les critères épistémiques requis par le contexte pratique. » Donc là, l'idée, c'est que selon les contextes pratiques, selon les enjeux, le coût de l'erreur, selon aussi le temps que vous avez devant vous, selon la disponibilité des données, d'accord ? Donc tout ceci va déterminer on va dire un critère épistémique que vous devez satisfaire, d'accord, pour qu'il soit rationnel pour vous de traiter la proposition en question comme une raison, d'accord ? Donc évidemment, dans cette norme de garantie, on est bien d'accord qu'on n'admettra pas, si on est on a une conception non sensible de la connaissance ou de la justification, on n'admettra pas que la norme, c'est la connaissance ou la justification. On dirait que parfois on sait que P, mais les enjeux étant tellement forts, il nous faut plus que le savoir pour satisfaire la norme pratique, d'accord, la norme épistémique de l'action. Donc ça, ces deux points de désaccord sont en fait relativement discutés ensemble, en général, d'accord ? Et il y a un troisième point en fait que j'aimerais souligner, de désaccord possible, qui à mon avis est assez peu remarqué dans le débat, c'est qu'en fait on pourrait aussi envisager entre une conception moniste, d'accord, ou une conception pluraliste des normes de l'action. Donc la conception moniste nous dirait il y a une seule norme de la rationalité pratique, la conception pluraliste nous dirait il y a plusieurs normes de la rationalité pratique. Alors la conception pluraliste n'est pas la même chose que elle est indépendante de la question de savoir si la norme est sensible au contexte, au sens où si le contenu de la norme est sensible au contexte. On pourrait par exemple avoir une conception dans laquelle la connaissance est sensible au contexte, d'accord, et se dire de temps en temps c'est la connaissance qui est la norme, et de temps en temps c'est la justification, par exemple. Ou de temps en temps c'est la norme de la connaissance, de temps en temps c'est la norme de garantie. Donc il me semble que la question de savoir s'il y a une ou plusieurs normes est indépendante de la question de savoir si la norme est sensible au contexte. Donc pour donner un exemple simple de cette idée, on pourrait dire par exemple qu'en Angleterre il faut rouler à gauche, la norme en Angleterre c'est de rouler à gauche, la norme en France c'est de rouler à droite. D'accord ? Donc il n'y a pas de sensibilité du code de la route au contexte. Il y a juste deux codes de la route en fonction du pays où on se trouve. D'accord ? C'est l'idée générale. Alors pourquoi se poser cette question de savoir s'il y a une seule ou plusieurs normes ? Le problème, c'est qu'il me semble qu'une conception, une approche moniste, conduit à rejeter en fait une des trois thèses plausibles, qui sont les thèses suivantes, qui sont, si on adopte une position moniste, sont en réalité incompatibles. D'accord ? Donc la première thèse, c'est la thèse qu'on peut appeler intellectualiste, qui dit la chose suivante: la connaissance n'est pas sensible à la situation pratique du sujet. Autrement dit, si un sujet S sait que P dépend uniquement de sa position épistémique, c'est-à-dire la quantité de données, etc., sans considération des enjeux, du coût de l'erreur, etc. La deuxième thèse, donc ça c'est la thèse de l'insensibilité. La deuxième thèse, qui semble plausible, c'est qu'il y a une relation normative entre la connaissance et l'action. D'accord ? Et la troisième thèse, c'est que le réquisite épistémique, c'est-à-dire la quantité des données ou la force de notre position épistémique, pour agir sur une proposition P, ou pour la traiter comme une raison, varie avec la situation pratique du sujet. D'accord ? Donc évidemment, ces trois thèses semblent incompatibles. D'accord ? Si on rejette la thèse de la sensibilité au contexte de la connaissance, mais qu'en même temps on admet que la connaissance a un lien normatif avec l'action, autrement dit quelle est la norme de l'action, on va avoir des difficultés à expliquer comment il est possible que parfois un sujet doive avoir plus de données lorsque le coût de l'erreur est élevé, etc. D'accord. Donc chacune des thèses est indépendamment plausible pour la raison suivante. Donc c'est la conséquence de la conception orthodoxe de la connaissance. En général, la question de savoir si un sujet sait que P dépend uniquement donc, de si P est vrai, de s'il croit que P, de la justification qu'il a pour P, et de facteurs dits vériconductifs, d'accord, c'est-à-dire les données, etc. Voilà. La deuxième thèse, donc l'idée qu'il y a une relation normative entre connaissance et action, est fondée dans la manière ordinaire dont nous critiquons et défendons les actions, donc j'y reviendrai un peu plus tard, mais les arguments sont basiquement les suivants. Lorsque quelqu'un ne sait pas s'il pleut, par exemple, et qu'il prend son parapluie, on dit « mais pourquoi est-ce qu'il prend son parapluie ? Il ne sait pas qu'il pleut. »
D'accord ? Donc c'est un terme que nous utilisons de manière massive en fait pour évaluer les actions, et je reviendrai sur ce point un petit peu de plus en détail. La troisième thèse, donc l'idée que le réquisite épistémique pour agir sur une proposition P varie, donc j'entends par là la quantité des données, etc. Ça repose sur l'idée commune que plus les enjeux sont élevés ou le coût de l'erreur important, plus les données doivent être fiables, abondantes, etc. D'accord ? Donc l'idée, c'est que ces trois thèses sont incompatibles, évidemment, s'il n'y a qu'une seule norme de l'action, qui serait la connaissance. D'accord ? Il me semble qu'on peut les conserver si on adopte une approche pluraliste. D'accord ? Donc, pour le répéter, comme dans les règles de la conduite, qu'il faille rouler à gauche ou à droite dépend du lieu où l'on se trouve. Il y a deux normes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de connexion entre le code de la route français et comment il faut conduire ou le code anglais. Donc il y a deux normes, deux, c'est l'approche que je vais défendre, mais il y a plusieurs normes qui demandent des choses différentes, d'accord, en fonction donc du type d'action. Donc la proposition que je vais examiner, donc, ça consiste à adopter une version dualiste de cette approche pluraliste. Je pense qu'il y a peut-être plusieurs manières de la comprendre. On pourrait imaginer par exemple qu'il y a différents types de normes en fonction du type d'endroit où on se trouve. Par exemple, si vous voulez décider dans un procès, peut-être la norme n'est pas la même que si vous voulez décider à la maison. D'accord, ce qu'il faut faire. Donc moi, ce que je vais regarder ici, c'est une approche pluraliste qui va distinguer entre ce que je vais appeler les actions non réfléchies et les actions réfléchies. D'accord ? Donc voilà ce que je propose. Je vais dire que pour les actions non réfléchies, il est approprié pour un sujet S de traiter P comme sa raison d'agir si et seulement si S c'est que P. D'accord ? Donc je vais accepter la norme de la connaissance pour les actions non réfléchies. Je détaillerai un tout petit peu plus ce que j'entends par là dans la suite. Et ensuite, je vais proposer que pour les actions réfléchies, il est approprié pour un sujet S de traiter P comme sa raison d'agir si et seulement si S est certain que P. D'accord ? Alors, donc, quelques mots sur la distinction entre action non réfléchie et action réfléchie. Donc l'action est non réfléchie lorsque le sujet répond directement et spontanément à ses raisons. Et l'action est réfléchie lorsque la réponse aux raisons implique une évaluation, d'accord, par le sujet de ses raisons. Lorsque le sujet répond à ses raisons en médiatisant cette réponse par une évaluation explicite. D'accord ? Et je vais ajouter un élément de sensibilité au contexte concernant la norme de l'action réfléchie. Je vais admettre et défendre que la certitude est une notion sensible au contexte pratique. Donc ce que je vais dire, en fait, c'est que exiger la certitude, ce qu'on entend par certain, va dépendre en fait du contexte dans lequel on se trouve, et notamment du contexte dans lequel on réfléchit. D'accord ? Donc voilà. Alors, donc, je vais commencer par... Donc j'ai motivé d'une certaine manière l'approche pluraliste par l'idée qu'elle permettait d'échapper à ce paradoxe, on va dire. Et là, je vais motiver l'approche dualiste, une version dualiste. Donc, la distinction en fait entre réflexion et absence de réflexion, en fait, c'est une distinction assez intuitive qu'on trouve dans la littérature. Et par exemple, Gvanvig, dans un livre récent qui s'appelle Rationality and Reflection, je crois, écrit « Our normative interaction with the world around us involves two quite different parts. Third, there is the aspect of cognition shared with the base, which involves cognitive responses to our environment resulting from impingement on the senses and the adaptative responses we develop as we mature. » Donc il y a cette idée d'une rationalité spontanée non réfléchie que nous partageons avec les animaux. D'accord ? Second, there is our reflective side, displayed when we attempt to improve our success rate in responding to what we observe. Donc il y a cette idée ensuite que les humains, d'accord, ont cette capacité supplémentaire de réflexion, de s'interroger sur leurs raisons, d'évaluer les principes qu'ils utilisent, etc. Donc cette distinction entre réponse spontanée et réfléchie donc, se voit dans la distinction entre les enfants et les animaux et d'autre part les êtres adultes. Bon, il y a un débat sur la question de savoir est-ce qu'il faut posséder la capacité de réflexion pour qu'on puisse être dit répondant aux raisons, d'accord ? Donc je n'ai pas forcément besoin de rentrer dans ce débat, j'ai juste besoin qu'il existe deux manières de répondre aux raisons, l'une qui est spontanée, l'autre qui est réfléchie. Peut-être pour répondre spontanément aux raisons, il faut aussi posséder cette capacité de réflexion, d'accord ? Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas besoin de l'exercer. D'accord ? Donc il est clair que dans la plupart de nos actions, nous agissons de manière rationnelle, d'accord ? Nous répondons aux raisons qui se présentent à nous dans notre environnement. Évidemment, nous n'évaluons pas ces raisons comme des raisons. D'accord ? C'est-à-dire, par exemple, le matin, quand on se lève et qu'on va chercher une bouteille de lait,
D'accord, on pourrait dire, on n'y va pas sans raison, d'accord, on y va parce qu'on sait qu'il y a du lait dans le réfrigérateur, mais évidemment, on n'est pas en train de se poser la question de savoir est-ce qu'il y a du lait dans le réfrigérateur, est-ce que c'est une raison d'y aller, etc. Est-ce que c'est une raison suffisante. Donc l'idée, c'est que on a ces deux manières de répondre aux raisons, d'accord, et voilà. Alors, donc, la première motivation de cette approche dualiste, c'est de dire qu'en fait, cette distinction, elle a une signification normative. D'accord ? Donc voilà le raisonnement que je propose. Il est parfois rationnel de réfléchir avant d'agir, ou parfois irrationnel de réfléchir avant d'agir. Autrement dit, on ne doit pas toujours réfléchir. Réfléchir ne peut être rationnellement requis ou interdit, par opposition à agir spontanément, que si cela peut en principe faire une différence quant aux raisons qui nous motivent rationnellement. Autrement dit, si les normes... Donc, conclusion, la distinction entre réponse réfléchie et non réfléchie a une signification normative. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que supposez que vous soyez un être rationnel, d'accord ? Donc, un être rationnel, et supposons du coup que vous répondiez à vos raisons de manière spontanée, de manière rationnelle. Supposez maintenant qu'il y a un devoir de réflexion. Supposons que la norme de la rationalité non réfléchie et la norme de la rationalité réfléchie soit la même. Votre réflexion ne vous apportera rien, en fait, puisqu'elle vous donnera les mêmes raisons que vous aviez déjà au stade non réflexif. Donc, la suggestion ici, c'est de dire que s'il peut y avoir pour un être rationnel des devoirs de réflexion, c'est bien parce que ce qui nous motive au niveau réflexif ne doit pas être la même chose que ce qui nous motive au niveau non réflexif. D'accord ? Donc, l'idée, c'est que la conception dualiste permet de donner un sens, finalement, à ce que je peux appeler la signification normative de la distinction entre réflexion et absence de réflexion. Donc ça, c'est une première motivation pour cette version dualiste. Une deuxième motivation, c'est que finalement, cette approche dualiste s'accorde relativement bien avec l'idée qu'il y a des niveaux psychologiques, donc c'est une idée qui est quand même relativement utilisée dans la littérature, ou bien qu'il y a des mécanismes psychologiques de nature différente qui sont impliqués dans la rationalité. Donc il y a par exemple les théories du double processus, qui disent qu'il y a deux types de processus qui sont mis en œuvre, d'accord ? Donc un processus, par exemple, qui est lent, basé sur des règles, explicites, formulé dans un langage, donc il y a tout un certain nombre de critères, qu'il faudrait opposer à un autre type de processus qui serait basé sur des types d'heuristiques, des choses comme ça. Donc ça, cette théorie, il n'y a pas de critères très clairs pour distinguer ces deux types de systèmes, ou de processus plutôt, mais l'idée générale, c'est qu'il y a une distinction de ce type qu'il faut faire. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point. Donc évidemment, ces deux types de systèmes invoquent des normes différentes, évidemment. Ils invoquent l'appel à des normes différentes. Et puis donc, la deuxième idée, c'est aussi l'idée qu'il peut y avoir des niveaux de croyance. D'accord ? Donc par exemple, Frankish utilise cette idée qu'il y a un mind et un supermind. Donc l'idée, c'est qu'il y aura un niveau doxastique qui répondra à certaines normes, et qui serait constitué par un certain type d'état psychologique, à distinguer d'un niveau plus réflexif, constitué par d'autres types d'états. Donc l'idée, c'est que la conception dualiste, finalement, prend en compte, j'ai envie de dire, cette volonté de faire ce genre de distinction. Alors ça, ce sont deux motivations pour une conception dualiste, mais évidemment, ce ne sont pas des motivations pour le type de conception dualiste que moi je développe, puisque je veux dire que je vais prendre parti sur le fait que la norme de la rationalité non réfléchie, c'est la connaissance, et la norme de la rationalité réfléchie, c'est la certitude. Donc déjà, évidemment, mon propos suppose que la connaissance n'implique pas la certitude. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui est maintenant partagé par la plupart des épistémologues. Et donc, je l'assume sans discussion, on pourrait y revenir si vous voulez. Il est aussi courant de distinguer entre différentes notions de certitude. D'accord ? Donc tout d'abord la certitude subjective. Donc là je reprends en réalité, je vais reprendre là beaucoup de choses que je tire d'un article de Stanley qui s'appelle Knowledge and Certainty, qui est paru en 2008. D'accord ? Donc il distingue de la manière suivante la certitude subjective et objective. La certitude subjective est définie ainsi. S est subjectivement certain de P si et seulement si S a le plus haut degré de croyance en P. Et la certitude objective est définie de la manière suivante. P est épistémiquement certain pour S, si et seulement si S sait que P avec le plus haut degré de justification. Donc l'idée ici, c'est que la certitude implique la connaissance, mais la connaissance n'implique pas la certitude. Certitude objective. Alors, ok. Donc pourquoi lier rationalité réfléchie et certitude ? D'accord ? Alors,
l'idée qui est sous-jacente à cela et qu'il faudrait certainement défendre avec plus en détail, hein, ici vous verrez c'est juste un sorte de panorama très général de l'idée, il y a plein de choses qui sont controversées et j'en suis bien conscient, mais l'idée c'est la suivante. Donc dans le cadre d'un processus de réflexion qui a pour fonction d'évaluer ce que nous devons faire, nous sommes dans une position épistémique suffisante pour traiter P comme notre raison d'agir, si et seulement si nous sommes dans une position épistémique suffisante pour asserter à nous-mêmes ou à autrui P. Autrement dit, l'idée c'est que quand on réfléchit à une question, à est-ce que P est le cas, on réfléchit pour savoir si on doit prendre ça ou pas comme une raison d'agir. Hein, je ne parle pas de raison de croire ici, hein, je parle des raisons d'agir. Il semble que l'on soit en mesure de prendre P comme sa raison que si on est capable de se dire à soi-même P, et donc de défendre son action ultérieurement en citant cette raison en question. Donc si vous avez réfléchi par exemple à est-ce qu'il faut prendre le parapluie, vous demandez est-ce qu'il pleut, etc. Au moment où vous arrivez à la conclusion il pleut, par exemple le résultat de votre évaluation, de votre réflexion vous permet de dire il pleut avec certitude, mais c'est une notion évidemment sensible au contexte. Donc là, ce que vous pouvez faire vous-même, c'est oui, il pleut, il faut que je prenne le parapluie. Vous pouvez également dire mais pourquoi tu pris le parapluie? Parce qu'il pleut. Donc l'idée, c'est qu'il y a une connexion entre répondre réflexivement aux raisons et être capable d'asserter les raisons que l'on a. D'accord? La deuxième prémisse, c'est que je vais un tout petit peu défendre, toujours suivant Stanley ici, donc ça c'est Stanley, c'est que la certitude est la norme de l'assertion. D'accord? Je vais donner quelques raisons de penser que c'est le cas. Et donc, j'en déduis en troisièmement que la certitude est la norme de la rationalité pratique réfléchie. D'accord? C'est-à-dire, en gros, on peut traiter P comme une raison d'un point de vue réflexif, simplement si on est certain que P, et si seulement si on peut asserter que P. D'accord? C'est l'idée. Donc, défendons rapidement l'idée que la certitude est la norme de l'assertion, parce que c'est quand même pas une thèse très, très partagée aujourd'hui. Alors, donc Stanley donne les raisons suivantes. Donc, si la connaissance n'implique pas la certitude, qu'elle soit objective ou subjective, alors la norme de la certitude pour l'assertion peut rendre compte de toutes les données de type moréen de la meilleure façon. Donc les données de type moréen, c'est des données du genre il pleut, mais je ne suis pas certain qu'il pleut. Donc quelqu'un qui asserte il pleut, mais je ne suis pas certain qu'il pleut, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'étrange, comme une sorte de contradiction dans ce qu'il dit. D'accord? Bon, c'est pas une contradiction évidemment, puisqu'il peut être le cas qu'il pleut et qu'il ne soit pas certain. Simplement, le fait de l'asserter est problématique. Donc il faut expliquer, d'accord, ce qu'il y a de problématique dans ce genre d'assertion. Et donc, admettons que la certitude soit la norme de l'assertion. On peut expliquer ce qu'il y a de paradoxal à asserter P, mais je ne sais pas que P, puisque la certitude implique la connaissance. Donc en assertant P, en assertant il pleut, je me représente, d'accord, comme en bonne position pour l'asserter, donc je me représente comme étant certain qu'il pleut. D'accord ? Si je me représente comme certain qu'il pleut, alors asserter dans un second temps, je ne sais pas qu'il pleut, serait comme asserter le fait que du coup on n'est pas certain qu'il pleut. Donc ça, il y a quelque chose de paradoxal là-dedans, qui est on peut expliquer donc pragmatiquement cette dimension paradoxale. Donc, alors, on peut expliquer ça, on peut expliquer aussi P, mais je ne crois pas que P, évidemment, et on peut aussi expliquer P, mais je ne suis pas certain que P. Chose que, évidemment, la norme de la connaissance a des difficultés à expliquer. En admettant que la connaissance n'implique pas la certitude, la question pourrait être, mais comment se fait-il qu'il est étrange de dire P, il pleut, mais je ne suis pas certain qu'il pleut. D'accord ? La norme de la certitude l'explique très facilement en disant que c'est la certitude qui est la norme de l'assertion. Ok ? Ensuite, deuxième point, donc ça c'est pour la dimension des phrases paradoxales de type morin. Le deuxième point, c'est que souvent nous demandons la certitude de la part de nos interlocuteurs, nous demandons es-tu certain et pas simplement est-ce que tu sais. Enfin, le troisième point, c'est l'idée que grâce à cette idée, on peut expliquer l'intuition à la base de l'idée que la connaissance implique la certitude, à savoir, il est étrange de dire je sais que P, mais je ne suis pas certain que P. Pourquoi est-ce étrange ? Cette norme l'explique, parce qu'en disant je sais que P, on se représente soi-même comme étant certain que l'on sait que P, et donc par la factivité de la connaissance, comme certain que P. D'accord ? Donc je sais que P, mais je ne suis pas certain que P est étrange, mais ça ne nous engage pas en fait sur l'idée que la connaissance impliquerait la certitude. Voilà. Donc voilà en grosso modo pour une défense de la norme de certitude. Ensuite donc, pourquoi penser que la rationalité non réfléchie, la norme de rationalité non réfléchie serait la connaissance ? Eh bien là, je m'appuie en fait sur les choses qui ont été données en général. Donc je cite que deux éléments. L'idée que l'usage du terme savoir est proéminent dans l'évaluation de l'action. Et
et également qu'un certain nombre d'évaluations intuitives le suggèrent. Donc si on a le temps, on le verra un peu plus loin. Bon, en fait, ces arguments, donc, ils ont une certaine force pour l'idée que la connaissance est la norme de l'action. Simplement, évidemment, ils ont une limite dès lors qu'on admet que la connaissance n'implique pas la certitude, et dès lors qu'on implique que la connaissance n'implique pas qu'on sache qu'on sait. Donc si par exemple vous savez que P, vous n'êtes pas certain que P, il n'est pas clair pourquoi votre savoir serait toujours suffisant pour vous permettre d'agir. D'accord ? Ou supposez que vous savez quelque chose, mais vous ne savez pas que vous le savez. Donc à la réflexion, vous ne pouvez pas dire si vous le savez, par exemple. D'accord ? Ou vous n'êtes pas, mais peut-être vous le savez, puisque l'idée c'est que le savoir n'implique pas qu'on sache qu'on sache. Dans ce cas-là, il n'est pas clair non plus pourquoi vous seriez autorisé à agir sur ce savoir non su. D'accord ? Donc il y a d'une part des arguments en faveur de la norme de la connaissance, d'autre part cette norme pas insuffisante. Donc ma suggestion, ma stratégie, c'est donc de considérer les arguments en faveur de l'idée que la connaissance est la norme de la rationalité pratique comme militant en réalité en faveur d'une thèse plus restreinte, d'accord, la thèse selon laquelle la connaissance est la norme de la rationalité pratique non réfléchie. D'accord. Voilà. Alors, dans le temps qui me reste, je vais juste regarder un petit peu les arguments donc, qui ont été donnés dans la littérature en faveur de telle ou telle norme, et puis je vais essayer de montrer assez rapidement que en fait, cette conception duale, en fait, finalement, elle tient tout à fait la route par rapport aux données dont nous disposons, d'accord, et donc elle constitue une alternative tout à fait soutenable. D'accord. Donc, tout d'abord, donc c'est le troisième point, l'usage proéminent du terme savoir dans l'évaluation de l'action. Donc, il y a deux faits statistiques qui sont parfois utilisés donc, en faveur de telle ou telle norme. Le premier, donc, c'est que nous utilisons le mot savoir de manière massive. Mais aussi, il y a ce deuxième fait, c'est que parfois nous utilisons des termes plus forts, comme certains, ou des termes plus faibles, comme j'avais toutes les raisons de croire, ou des choses comme ça. D'accord ? Donc, je passe un petit peu les exemples. Alors, ce qu'on peut voir assez facilement, c'est que la conception duale, en fait, peut facilement expliquer cela. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ce qu'elle va dire, c'est que dans la plupart de nos actions, d'accord, nous agissons de manière spontanée et non réfléchie. Et donc, ce n'est pas une surprise que la plupart de nos évaluations fassent intervenir le mot connaissance plutôt qu'un autre mot. Par contre, dans certains cas plus précis, d'accord, ou plus particuliers, nous pouvons effectivement utiliser le mot certitude. Donc, ça peut être expliqué si effectivement ces cas-là sont des cas où l'on considère que le sujet réfléchit, ou peut-être le sujet devrait réfléchir. D'accord ? Par ailleurs, il est vrai que cette norme aurait des difficultés à expliquer les cas où moins, d'accord, que la connaissance paraît suffisant, hein, lorsque par exemple on fait une erreur, d'accord, mais qui paraît d'une certaine manière justifiée. D'accord. Donc il y a un certain nombre de cas, mais je pense que je n'ai pas le temps de les lire ici. Donc maintenant, si on compare avec les autres normes, en fait, on s'aperçoit que les autres normes ont des difficultés. Alors je vais prendre peut-être la plus, disons, la norme qui serait la meilleure, d'accord, à opposer à la mienne, enfin à ma conception duale. À cet égard, ce serait la norme de la garantie, puisque comme c'est une norme selon laquelle le réquisite épistémique varie en fonction des contextes, on va se dire ça va être une très bonne manière d'accommoder ces variations. D'accord. Alors le problème, c'est que j'en vois, j'en vois. Donc le premier, c'est que la norme de la garantie n'explique pas pourquoi l'usage de savoir est proéminent. Elle explique pourquoi il y a des variations. D'accord. Pourquoi, c'est-à-dire parfois nous pouvons utiliser certains termes et d'autres, mais elle n'explique pas pourquoi la plupart du temps nous utilisons le mot savoir. D'accord. Et donc c'est un petit peu surprenant, disons. Alors la réponse c'est que oui, mais dans la plupart des cas, en fait, la connaissance est exactement finalement le niveau épistémique requis, étant donné le contexte. Donc on aura une sorte de norme qui nous donnerait dans la plupart des cas toujours le même résultat qui est la connaissance, mais de temps en temps, un résultat un peu plus fort ou un peu plus faible. Donc ça, je trouve ça un petit peu étrange. Un deuxième problème aussi, c'est que la norme de la garantie, en général, n'est pas considérée comme une norme factive. Donc il est étonnant qu'on utilise un terme factif, connaissance, pour évaluer quelque chose qui, en fait, est sensible à une norme non factive, c'est-à-dire une norme de garantie. Voilà, bon, je laisse d'autres soucis. Donc, combien de temps il me reste ? 5 minutes. Okay. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, pour la norme duale, je trouve qu'elle rend grosso modo très bien compte de ce genre de fait. Un quatrième aspect qui est souvent pris en compte, qui est souvent mis en avant pour défendre telle ou telle norme, c'est de se baser sur des cas intuitifs. Donc là, je vais peut-être y passer un tout petit peu plus de temps. D'accord. Donc il y a 3 types de cas en général qui sont présentés. D'accord. Bon, il y a des variations, etc. Donc, mais je présente les 3 premiers. Ce sont des cas qu'on nous présente. Et l'idée, c'est que notre intuition, d'accord, on va avoir l'intuition de quelque chose, ça va nous indiquer
ce que spontanément nous prenons comme étant la norme. Donc, prenons tout d'abord le cas d'un raisonnement pratique. Donc, c'est un cas que je reprends à Hawthorne. Un sujet possède un ticket de la valeur de 1 euro dans une loterie comprenant 1000 tickets, et supposons qu'il y a seulement un ticket gagnant. Le prix est de 1000 euros. De fait, le ticket est perdant. Donc, supposons que le sujet n'a aucune information sur le résultat de la loterie, et il raisonne de la manière suivante. Ce ticket est perdant, donc si je garde le ticket, je n'aurai rien, mais si je le vends, j'aurai $1, donc je devrais le vendre. Donc là, il semble qu'il y a quelque chose d'incorrect dans ce raisonnement, et intuitivement, ce raisonnement est incorrect parce que la première prémisse, le sujet ne la sait pas. Il ne sait pas que le ticket est perdant. D'accord ? Donc, donc cette intuition nous dit, mais en fait, donc, du coup, il faut bien savoir, d'accord, pour avoir le droit d'utiliser une proposition comme une prémisse. Et bon, ça c'est quand même problématique notamment, je me focalise sur la norme de la garantie, pour la norme de la garantie, parce que rien dans le court texte ne nous indique que les enjeux sont élevés ou qu'il n'y a pas d'évidence facilement disponible ou des choses comme ça. Donc la norme de garantie n'explique pas pourquoi quelque chose comme le savoir serait requis dans cette situation. Peut-être simplement la très forte probabilité que le ticket soit perdant pourrait être suffisante, d'accord ? Donc pourquoi avons nous l'intuition que c'est parce que le sujet ne sait pas, plutôt que parce qu'il n'a pas assez de données. Donc voilà. Donc la conception dualiste explique cela, la norme de la connaissance également, et la norme de la justification de la garantie ne l'explique pas. D'accord ? Un deuxième type de cas donc, est un cas qui concerne une situation dans laquelle le coût de l'erreur est élevé. Donc c'est un cas que j'emprunte à Braun. Un étudiant passe une journée à suivre un chirurgien. Le matin, il l'observe dans sa clinique en train d'examiner un patient A qui a le rein gauche malade. La décision est prise d'opérer dans l'après-midi. Plus tard, l'étudiant observe le chirurgien en salle d'opération. Le patient A est étendu anesthésié sur la table d'opération. L'opération n'a pas encore commencé. Le chirurgien consulte la feuille de soins du patient. L'étudiant est étonné et il demande à l'infirmière ce qui se passe. Donc, l'étudiant, supposons le dialogue suivant, « Je ne comprends pas, pourquoi regarde-t-il la feuille de soins du patient ? Il était à la clinique avec le patient ce matin, ne sait-il pas quel est le rein malade ?» Réponse de l'infirmière, bien sûr qu'il sait quel rein est malade, mais imagine ce qui se passerait s'il enlevait le mauvais, il ne devrait pas opérer sans vérifier la feuille de soin du patient. Bon, alors là, il y a des intuitions très divergentes parmi les philosophes sur la validité de ce cas, parce que beaucoup pensent qu'on ne peut pas dire que le patient le sait, mais qu'il devrait vérifier bien qu'il le sache. D'accord ? Bon, en tout cas, ce qu'il y a, c'est que ce type de cas n'est pas problématique pour la théorie duale que je propose, puisqu'on peut largement supposer que c'est un cas dans lequel le chirurgien est en train de réfléchir à ce qu'il fait. Donc, nécessairement, dans la mesure où il réfléchit à ce qu'il sait, étant donné les enjeux, étant donné que la norme est sensible aux enjeux, étant donné le contexte, il n'en a pas assez pour être certain. D'accord ? Donc, voilà. Donc, il me semble que la conception duale n'a pas de problème avec ce type de cas. Si donc on a l'intuition que le chirurgien sait mais qu'il n'est pas certain, alors du coup on peut s'accorder avec cette séance. Si maintenant on considère que le cas n'est pas tout à fait valide, ce n'est pas un problème non plus pour ma théorie. Donc cas dans lequel le sujet est évalué positivement même s'il se trompe. Donc supposons qu'Ernest se promène dans la forêt, il voit un rocher qui ressemble à un gros lion couché dans la colline voisine. De ce fait, il forme la croyance qu'il y a un lion dans la colline. Et après une délibération pratique brève, ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que c'est précisé dans le cas que j'emprunte à Gerken qu'il y a une délibération pratique brève, ce qui semble aller dans le sens de ce que je dis. Il charge son arme et recule doucement, gardant un œil sur le rocher ressemblant à un lion. Ce type de cas donc, pourrait peut-être être problématique pour la norme duale de l'action, parce qu'il semble que moins que la connaissance soit suffisant. Donc là, je pense qu'il existe d'autres recherches. Donc ce que je voudrais dire, c'est que tous ces cas, évidemment, ne sont pas des arguments massus pour ma conception ou pour une autre. J'ai bien conscience qu'il n'y a pas un argument ici qui fait qu'on devrait absolument acheter ma proposition, à part peut-être le fait de ce que j'ai dit au début, le fait qu'une approche pluraliste permet d'éviter le paradoxe du départ, et également en rend compte de la signification normative de la réflexion, et qu'elle paraît pouvoir être appuyée sur des travaux psychologiques. Mais en tout cas, j'en conclus que la plupart des choses qui sont mises en avant semblent relativement bien satisfaites par ma théorie. Donc en conclusion, j'ai motivé une approche pluraliste par le souci de conserver 3 thèses initialement plausibles. D'accord ? J'ai défendu une version dualiste de cette approche en la basant dans la distinction intuitive et bien ancrée entre action réfléchie et non réfléchie, même si je suis d'accord que cette distinction elle-même n'est pas claire. D'accord ? Mais l'idée qu'il doit y avoir une distinction de ce type paraît claire et admise. Cette conception dualiste explique pourquoi cette distinction a une signification normative.
Donc j'ai montré que la conception dualiste combine les avantages des conceptions en termes de connaissance et de garantie, puisqu'elle donne sa part à la connaissance, mais elle donne aussi sa part à la variation. D'accord ? Sans en avoir les inconvénients respectifs. D'accord ? En particulier, elle explique facilement la proéminence de savoir comme terme d'évaluation épistémique, et elle permet aussi d'expliquer une certaine variation dans les jugements intuitifs. Donc je conclus que c'est une alternative aux positions existantes dans le débat qui est prometteuse et donc qui mériterait d'être plus amplement développée. Voilà. Nous sommes ravis de commenter le papier de Jacques dans le cadre de ce colloque sur la connaissance et ses raisons. C'est aussi un grand plaisir de commenter ce papier en particulier, qui nous a assez convaincus et qui a plusieurs vertus qui méritent d'être relevées. Donc je vais commencer par ça. D'abord, la conception duale tente et parvient, à mon sens, de conserver les trois thèses de départ qui créent habituellement le désaccord, en rejetant le présupposé du monisme. Donc ces trois thèses de départ, il s'agit de 1. Le fait que la connaissance n'est pas sensible au contexte, 2. Qu'il y a une relation normative entre la connaissance et la rationalité de l'action, et 3. Que le réquisit épistémique varie avec la situation pratique du sujet. Il me semble que cet objectif est atteint, ce qui est un argument fort en faveur de cette position duale. Ensuite, nous avons tout particulièrement apprécié le fait que la position dualiste rende compte de l'intuition sans laquelle ce qui se passe dans les cas paradigmatiques d'empiètement pragmatique n'est pas que la connaissance s'évanouit lorsque les enjeux sont élevés, mais plutôt qu'il est alors requis du sujet qu'il n'agisse pas simplement sur sa connaissance, mais qu'il acquiert la certitude que P avant d'agir. J'aimerais insister sur ce point parce qu'il me semble que ça capture particulièrement bien ce qui se passe au niveau subjectif dans les cas à enjeux élevés. J'ai pas l'impression que dans les cas à enjeux élevés, le sujet ne sache pas que P, mais plutôt qu'il ait envie d'être sûr avant d'agir que P. Donc ça, il me semble que c'est un argument fort en faveur de cette thèse. De plus, je trouve qu'en adoptant la certitude comme norme épistémique de l'assertion, la conception duale fournit une explication convaincante de nos intuitions et de nos pratiques en matière d'assertion, en particulier dans les cas à enjeux élevés. Je trouve que ça rend bien compte du fait que dans les cas à enjeux élevés, le sujet n'ait pas envie d'asserter qu'il sache que P. Oui. Donc, comme on trouve ta thèse cohérente et plausible, on n'a pas vraiment d'objection. Mais par contre, on aurait voulu en entendre un peu plus sur certains points, notamment sur ce qui permet de déterminer quelles actions requièrent de la réflexion et celles qui n'en requièrent pas. En fait, quelles sont les conditions qui nous permettent de distinguer entre action réflexive et action non réfléchie et non réfléchie et non réfléchie. Tu donnes... bon, là, tu as donné moins d'exemples que dans le papier écrit, mais il y a les cas qui requièrent la norme de la certitude sont un cas comme celui du chirurgien qui doit vérifier avant d'agir. Et les cas qui requièrent la norme de la connaissance, c'est un cas comme se lever le matin et aller chercher une bouteille de lait dans le frigo. On dirait que, donc, que ce sont les enjeux qui déterminent si la réflexion est requise ou non. Donc on aurait donc des cas comme celui du chirurgien avec des enjeux élevés et un cas comme celui du réveil le matin avec des enjeux peu élevés. Donc notre question c'est: quel est l'avantage d'introduire des types d'actions réfléchies et non réfléchies plutôt que de distinguer les deux normes de l'action, la connaissance et la certitude, en termes d'enjeux, donc avec des enjeux plus ou moins élevés. À ce point, j'ajoute une autre question qui est la question de la distinction entre l'action réfléchie et non réfléchie, qui peut sembler un peu vague, mais tu l'as mentionné toi-même. Donc, j'ai l'impression que
le fait que la distinction soit vague est particulièrement mis en évidence par les cas où les enjeux sont élevés, mais où on n'a pas beaucoup de temps de réflexion. Par exemple, on pourrait imaginer que ce chirurgien doit agir très vite, et comme son temps est restreint, il ne peut pas s'asserter beaucoup de raisons. Et de la même façon, on peut aussi se demander si la personne qui se lève le matin pour acheter sa bouteille dans le frigo se dit ne s'asserte pas, tout de même, il y a du lait dans le frigo. Et j'ai l'impression que tout ça suggère qu'il y a que... les actions réfléchies et les actions non réfléchies sont sur un continuum. Voilà. Ok, merci. Il y a encore toute une partie. Désolée. Okay. Donc, encore une autre question qui concerne le cas du lion, qui est présenté comme une objection à la position dualiste et à la norme de la connaissance en général. Dans ce cas, le sujet Ernest est décrit comme agissant sur une croyance qui se trouve être fausse et non pas sur une connaissance. Il semble cependant pas critiquable, mais il nous semblait cependant qu'Ernest agissait tout de même sur la base d'une connaissance. Ne pourrait-on pas dire, par exemple, qu'il agit sur sa connaissance qu'il est possible qu'il y ait un lion dans les environs ? Si tel est le cas, cela pourrait éventuellement expliquer notre intuition sur laquelle l'action d'Ernest n'est pas critiquable. Je trouve que ce cas met aussi le doigt sur une haute dimension dont la thèse ne rend pas tout à fait compte, à savoir que lorsque les enjeux sont élevés, mais qu'il existe un moyen d'assurer ces arrières, pourrait-on dire, qui coûte peu en matière de temps et d'effort, alors il semble toujours être requis de le faire. Dans les cas où le sujet sait qu'il est possible que P et que les enjeux liés à P sont élevés, le sujet semble donc devoir suivre une sorte de principe de précaution. On peut par exemple penser à un cycliste qui, parce qu'il sait qu'il est possible qu'il ait un accident, semble justifié à assurer ses arrières en portant un casque. On se demandait quel serait l'inconvénient de postuler cette clause supplémentaire en ajout à ta thèse dualiste. Ok, merci. Donc, la clause, ce serait quand les enjeux sont élevés, il faut vérifier par défaut. C'est une sorte de petite clause d'excuse, quelque chose comme ça. Si le coût de l'action est bas. Enfin, par exemple, juste mettre le casque de vélo. Ouais, d'accord. Mais ta vie en jeu. Ok, alors, du coup, je vais essayer de répondre à... Donc, il y a une question, il me semble, deux questions, à mon avis, qui recoupent un peu la même idée. C'est d'une part, quand est-ce qu'on doit réfléchir et quand est-ce qu'on ne doit pas réfléchir. D'accord ? Donc, c'est une question, on va dire, normative. Donc, j'avoue que j'ai, pour l'instant, pas décidé la chose suivante. C'est, j'ai décidé que l'acte de la réflexion nous mettait tout de suite dans la province de la certitude, d'une certaine manière. C'est-à-dire le fait même de se mettre à réfléchir, d'accord, d'une certaine manière, change les règles. Et là, ce qu'on va vouloir, c'est la certitude et plus simplement la connaissance. D'accord ? Ça, c'est l'idée. Maintenant, il y a une autre question qui est, est-ce que parfois on a des devoirs d'aller dans ce pays ? D'accord ? Donc ça, je n'ai pas répondu à cette question, et il est plausible que si vous avez la capacité de réfléchir, alors il y a des situations où vous devez l'exercer. Et du coup, par conséquent, vous devrez mettre cette norme en force. Donc c'est possible qu'il y ait une norme plus fondamentale en réalité qui puisse expliquer cela. Donc ça, c'était pour la question normative. Bon, deuxième point, une chose que j'aime bien dans ma théorie, c'est l'idée que justement, l'idée qui me semble fausse, que plus les enjeux sont élevés, plus il faut vérifier. Je pense que c'est faux. Dans la plupart de nos actions, les enjeux sont très élevés, nous ne vérifions pas. En fait, nous vérifions que les choses auxquelles nous pensons ou auxquelles nous sommes actuellement attentifs. Donc, par exemple, vous pouvez avoir deux moyens de traverser un pont. D'accord ? Ça peut vous coûter très peu, en fait, de prendre le moyen le plus sûr. D'accord ? Donc, de traverser une rivière, pardon. Peut-être un pont et peut-être un chemin de terre parce que c'est le bord de l'étang, par exemple. Et ça peut vous coûter très peu, en fait, de faire le tour. Et évidemment, c'est plus sûr, on va dire, de prendre cette option. Donc, les enjeux peuvent être très élevés. Si le pont s'effondre, peut-être que vous allez mourir, etc. Donc, mais on ne va pas juger quelqu'un d'irrationnel parce qu'il prend le pont. Donc, en réalité, peut-être par contre, quelqu'un qui se mettrait à réfléchir à la situation et se considérerait comme non sûr que le pont va le supporter, là, ne serait pas rationnel de le faire. Donc je ne pense pas que ce soit uniquement les enjeux, en fait, qui soient le facteur déterminant dans la question. D'accord ? Donc je pense que cette théorie rend compte aussi des cas où nous agissons intuitivement de manière rationnelle
sur la base de choses qui ne sont pas épistémiquement certaines, et pourtant on est considéré comme étant rationnel de le faire. Donc ça c'était sur ce point-là. Ensuite il y avait la question entre la différence entre les actions réfléchies et non réfléchies. Là effectivement je crois que donc, une clarification va peut-être aider pour un certain nombre. En fait là je parle d'actions réfléchies et non réfléchies, mais je ne crois pas que ce soit une très bonne manière de parler en fait. Je crois que j'aurais dû parler de traiter P comme une raison de manière non réflexive, ou la traiter de manière réflexive. C'est-à-dire que ce qu'on traite comme des raisons, c'est P. Donc dire que l'action est réfléchie, ce serait comme si on avait impliqué que toutes les raisons qu'on avait mises en œuvre pour faire cette action étaient effectivement réfléchies, comme si on y était effectivement attentif. Or, il est évident que dans la plupart de nos actions, la plupart des raisons qui nous motivent et nous guident sont en fait présentes d'une certaine manière, mais elles ne sont pas présentes à notre attention ou à notre réflexion. Donc, par exemple, on utilise des principes de logique qu'on peut connaître par ailleurs, mais évidemment, ça explique, ça rationalise nos actions, mais évidemment, on n'y est pas attentif. Donc, en réalité, il faudrait plutôt parler des aspects réflexifs de l'action, ou des aspects réfléchis de l'action, et à distinguer des aspects non réfléchis. Voilà. Alors, il y avait la question du cas où on n'avait pas trop de temps, on devait agir très vite. Donc ça, pour moi, peut-être un point qui pourrait aider ici, c'est que il n'est pas vrai que les standards requis pour la certitude ne sont jamais les mêmes que les standards requis pour la connaissance. D'accord ? Si le contexte est tel que vous devez agir très vite, peut-être il suffit de savoir. D'accord ? Le contexte étant tel que vous devez agir très vite, il faut prendre une décision, il n'y a pas de données disponibles, vous pouvez peut-être être certain du coup de ce que vous savez. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des cas, sachant que c'est une norme sensible au contexte, on n'est pas obligé d'interdire le cas où les critères de la certitude sont identiques aux critères de la connaissance. Bon, ça ce serait une suggestion. Enfin, le dernier point, l'idée qu'il y aurait un continuum. D'accord ? Donc, je pense effectivement une idée, par exemple, on propose chez Skorupski, je crois qu'il utilise cette idée que finalement la sensibilité aux raisons, c'est quelque chose qu'on peut avoir à des degrés divers, quelque chose comme ça. Et son idée, c'est que lui pense qu'effectivement la réflexion, pour répondre à des raisons, il faut effectivement avoir cette capacité de réflexion, et il pense, ou de capacité d'appliquer des concepts, etc., comme le concept de raison, de soi, etc. Et effectivement, il pense qu'on peut avoir cette capacité à des degrés divers, d'accord ? Et effectivement, la conception dualiste suppose plutôt qu'il y a une sorte de changement, disons, plutôt qu'un continuum. Donc, effectivement, il faudrait que je considère cette option de plus près. Et voilà. Moi, je ne suis pas totalement convaincu par cette histoire de degrés, de posséder des concepts par degré, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc voilà, c'est ce que je me tire juste sur ce point.